Bonjour à tous. Allô Chloé-Anne. Salut Oriane. Chloé-Anne, c'est la 5e émission C'est plus clair de la saison. Et cette fois-ci, depuis les très beaux locaux de Fabrique 8 à Montréal pour parler de l'innovation en génie pour révolutionner le sport. Et oui, Oriane, dans cette émission, on va vraiment découvrir comment l'arène du génie rencontre le podium de l'excellence. Et pour ça, on a des invités de choix. Et je te le fais pas dire parce qu'on a des athlètes de haut niveau, des coachs, des chercheurs, des innovateurs qui vont nous parler d'analyse de performance, de rééducation après une blessure et enfin d'innovation démocratisée, inclusive et engagée là, qui profite à tout type d'athlète, tout profil d'athlète. Formidable. Alors, sans plus tarder, on vous invite avec nous sur le plateau au cœur de l'émission. Et dans une heure, on l'espère, c'est plus clair. Comment le génie révolutionne-t-il le sport? Vous regardez C'est plus clair, une émission spéciale de la rédaction de C'est Sciences en partenariat avec Génium 360 dans le cadre des rencontres de génie par Génium 360. Une émission que moi, Oriane Morier, j'ai le grand plaisir d'animer avec la rédactrice en chef du magazine C'est Sciences, Chloé-Anne Touma. Un plaisir partagé, Oriane, évidemment. Chloé-Anne, pour mettre la table, si tu nous parlais du sport dans l'actualité, un lien peut-être avec les JO de Paris? Ben oui, les JO qu'on attend en juillet. Évidemment, là, il y a eu une promesse là, du comité d'organisation que cette année, on allait évidemment intégrer davantage d'innovation de pointe, dont l'intelligence artificielle à plusieurs niveaux, à plusieurs égards. Mais il y a aussi d'autres innovations de pointe auxquelles on ne pense pas forcément pour des applications parfois insoupçonnées, notamment le rayon laser. Et là, il y a une première cette fois, c'est qu'on va garantir une sécurité aérienne. Donc, c'est hors du commun, c'est une première. Ils vont faire affaire là, avec une entreprise française, Silas, qui se spécialise dans le rayon laser. Et là, je vous propose de voir des images d'un reportage de TF1 qui nous montre cette innovation-là et ce que ça permet de faire là, pour justement mieux sécuriser tout ce qui est aérien en situation de rassemblement, de grands événements sportifs. Il est le premier laser français anti-drone. Le LMAP, c'est son nom, frappe ses cibles en plein vol et les fait brûler à plus de 1500 degrés. Fermez l'obturateur. L'armée l'a testé l'année dernière sur l'une de ses frégates en mer. Alors voilà typiquement le type d'impact réalisé par le laser sur un mini-drone. C'est détruit parce que ça crée un échauffement et ça traverse la coque du drone. Et ensuite, ça chauffe la carte électronique qui se met en sécurité et le drone tombe. Les Jeux Olympiques seront son premier test grandeur nature. On est capable, avec ce faisceau laser, d'atteindre une cible située à 1000 mètres et de la neutraliser en à peine quelques secondes. Pour détruire un drone à cette distance, encore faut-il le repérer en amont. Le système de détection prévu pour les Jeux Olympiques, surnommé Parade, a une portée théorique de 5 km, mais lors des derniers essais, il ne s'est montré efficace qu'à 800 mètres. Pour les Jeux Olympiques, les moyens de détection de l'armée de l'air seront également déployés. Ils sécurisent déjà les aéroports de Paris et sont réputés très efficaces. C'est un autre niveau. Là, et là, il faut préciser que ça, c'est une menace qui est en hausse, évidemment. Même au Canada, on nous met en garde contre ça. Le Conseil national de recherche du Canada, notamment, nous en fait mention là, que ça va être vraiment à surveiller. Et puis, Oriane, là, cet organisme mène d'ailleurs des travaux de recherche pour développer des IA, des intelligences artificielles, qui vont permettre de catégoriser les drones, les menaces, les reconnaître, rien qu'avec le bruit des hélices des appareils. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au Canada aussi. Donc, on a parlé de sécurité aérienne pour les grands événements sportifs, mais on va voir tout au long de l'émission des solutions qui répondent à d'autres enjeux qui touchent particulièrement les athlètes. Et donc, je vous propose de démarrer cette réflexion collective avec notre tout premier axe de discussion. Comment mieux analyser les données pour optimiser les performances? 20 minutes sur ce sujet. Chloé-Anne, donc qui dit analyse de performance dit généralement collecte de données, non? Mais oui, tu as bien raison. On parle d'objets connectés, des accessoires qui sont souvent appelés des wearables. Désolé, là, je vais le dire en français, des montres intelligentes, des montres de fitness qui peuvent mesurer beaucoup de données. Encore une fois, parfois
insoupçonné, on s'y attend pas, mais on peut découvrir qu'on fait de l'apnée du sommeil, on peut mesurer le niveau d'activité physique, évidemment, les distances parcourues, les calories qu'on perd. On peut y devenir dépendant un petit peu aussi, fait qu'il faut faire attention à ça. Mais c'est particulièrement populaire dans le domaine sportif. Donc, on s'y attend aussi. Il y a une croissance attendue du marché de ce type de produit de 275 en 2030. Donc, on élargit à la population générale aussi pour se rendre compte qu'au Canada, c'est plus du quart des Canadiens là, qui utilisent ce type d'accessoires connectés pour monitorer leur activité physique ou leur santé, selon Statista. Alors justement, pour parler d'innovation au service de l'analyse des performances des athlètes, nous accueillons sur notre plateau Julien Clément, professeur à l'ETS et analyse de performance à l'INS Québec, ainsi qu'Olivier Jean, entraîneur tactique de patinage de vitesse et ancien athlète olympique. Donc, Julien, je vais vous présenter brièvement. Vous êtes analyste de performance à l'Institut national du sport du Québec, détenteur d'un diplôme de génie mécanique, d'une maîtrise en technologie de la santé et d'un doctorat en génie biomécanique. Vous êtes également chercheur à l'École de technologie supérieure où vous enseignez aussi bien la conception mécanique que l'anatomie et la physiologie humaine. Et vous avez aussi accessoirement 10 ans de judo à votre actif. Exactement, c'est ça. Quant à vous, Olivier, vous êtes entraîneur tactique de patinage de vitesse et champion olympique mondial. Vous avez également excellé sur longue piste. Vous avez participé aux JO en courte piste de 2010 et 2014 et en longue piste en 2018. En 2017, vous avez remporté la médaille de bronze au championnat du monde par distance individuelle et l'or en 2010 à Vancouver avec l'équipe du relais 5000 mètres. Ça commence fort quand même, la barre est haut placée. C'est ça. Donc, j'ai une question pour vous deux, en fait. Olivier, Julien, d'abord, en tant que sportif vous-même, puis en tant également que professionnel travaillant avec d'autres sportifs, est-ce que ça vous parle, ce que mentionnait Chloé-Anne sur les montres intelligentes, puis les objets connectés? Est-ce que vous, ou les athlètes que vous suivez, puis vous côtoyez, est-ce que vous en devenez accro? Je vais commencer. En fait, moi, tout au long de ma carrière, puis même aujourd'hui à la retraite, j'ai beaucoup de difficultés d'aller faire du vélo, d'aller faire du jogging sans utiliser des technologies. J'adore suivre mes chiffres, j'adore suivre les statistiques. J'ai adopté presque toutes les nouvelles technologies durant ma carrière pour mieux performer. Puis aujourd'hui, je ne sais pas si je suis un accro, si j'ai réellement un problème, mais j'adore ça. Moi, c'est un peu l'inverse. Je travaille avec à tous les jours dans le cadre de ma recherche. Donc, je place des capteurs, des wearables sur les athlètes avec lesquels je travaille au final. Mais moi, dans ma pratique, mettons, hebdomadaire de sport, j'en utilise pas. Pourquoi? Parce que dans la vie de tous les jours, je suis comme tout ou rien. Donc, je deviendrai très, très, très vite accro. Puis, je ne veux pas me rendre là. Tu sais, j'ai essayé des applications de suivi de courses, puis je voyais, OK, un tel a fait 10 fois mieux que moi. OK, je vais le battre. Oh non, je ne veux pas me rendre là, sinon je vais virer fou. Et donc, Olivier, quand on parle d'analyse propre au patinage de vitesse, puis à l'entraînement tactique, avec quelles innovations vous travaillez, puis en fait, comment ça fonctionne? En fait, là, ce qui va être à l'intérieur de tous les sports, on peut diviser les sensors ou les prises de données durant l'entraînement, puis ensuite durant la récupération, que ce soit à la maison ou que ce soit durant le sommeil, pour voir comment l'athlète va récupérer, comment il va se sentir à l'extérieur. Ensuite, pour la prise de données qui est vraiment propre au patinage de vitesse, je pense que c'est vraiment les puces électroniques qui vont nous donner la vitesse puis le temps autour de tous les athlètes, de tous les tours qu'ils vont effectuer sur la glace. C'est que ça va être plus propre au patinage de vitesse ou aux autres sports de vitesse là, dans des circuits fermés. On peut penser au vélodrome, on peut penser à l'athlétisme, où on va vraiment être basé sur le temps, sur la vitesse. Ok, je comprends. Merci. Puis Julien, au fil des années, vous avez développé donc une expertise en analyse biomécanique puis des mouvements humains, en traitement des signaux de centrale inertielle et en modélisation musculo-squelettique. Expliquez-nous, s'il vous plaît, pour le commun des mortels, c'est des grands mots, on va dire, ce que ça veut dire, tout simplement. Je vais vulgariser ça le plus simplement possible. Donc, on place des capteurs. C'est les mêmes capteurs qu'il y a dans vos téléphones cellulaires, donc qui permettent de mesurer l'angulation de votre téléphone, l'accélération que vous avez. Donc, je les place généralement le plus proche du centre de gravité des athlètes. Et pour tous les sports de vitesse, comme Olivier disait, je travaille avec natation, patinage de vitesse, escalade de vitesse. Je vais placer ces capteurs-là et je vais aller récupérer les signaux qu'ils enregistrent,
les vitesses, les accélérations linéaires, prendre ces signaux, les afficher, puis aller chercher des maximums, des minimums, regarder à quoi ça correspond quand l'athlète fait son geste et, par exemple, découper les cycles de propulsion. De ces cycles de propulsion, aller chercher des efficacités de propulsion, des pics d'accélération et ainsi de suite, et pour dire à quel point tu as été efficace ou non dans ta gestuelle, en gros. Excellent. Puis j'ai une question maintenant pour vous deux. Comment l'analyse de la performance sportive a évolué au cours de vos carrières, donc durant toutes vos années d'entraînement et de compétition? Puis on peut commencer avec vous, Julien. Bon, je ne me considère pas comme un athlète. Hein. Tu sais, j'ai fait beaucoup de judo dans ma jeunesse, là, jusqu'à un niveau, mettons, provincial en France. Là. Mais ça n'existait juste pas à mon époque. Là. On ne monitorait rien. C'était de l'entraînement pur et dur de la vieille époque. Là. Tu fais des combats, tu chutes, tu rechutes, tu rechutes, tu rechutes. T'as mal, c'est pas grave, tu continues. Mais il n'y en avait juste pas. Puis quand j'ai commencé à travailler avec certains sports, notamment en patinage de vitesse, paranatation et autres, dans la plupart de ces sports-là, olympiques, amateurs, il n'y avait pas grand-chose. Tu sais, le patinage de vitesse, il y avait encore beaucoup de chronomètres manuels, un timing système efficace, rajouter des wearables, rajouter des semelles de pression. Donc, on va de plus en plus dans la finesse de la gestuelle pour optimiser le mouvement des athlètes et leur performance. Excellent. Puis vous, Olivier? Bien, un peu comme Julien, quand moi j'ai commencé, il n'y avait pas vraiment de technologie associée au sport. Puis la transition, je pense que ça a été les premières technologies qu'on a utilisées, ça a vraiment été les cardiofréquencemètres où on pouvait mieux quantifier notre effort physique, savoir dans quelle zone on était durant l'entraînement. Donc, à l'entraînement, c'est un peu de cette façon-là. Les capteurs sont devenus de plus en plus précis pour connaître notre niveau de travail. Puis ensuite, je pense que l'étape qu'on est en train de franchir avec Julien et d'autres spécialistes, pas juste en patinage de vitesse, dans tous les sports, là, on est vraiment à l'évaluation de l'efficacité du geste technique, où là, on peut savoir, oui, tu gaspilles X énergie, mais maintenant, est-ce que cette énergie-là te permet d'aller vers l'avant plus vite ou c'est de l'énergie qui est gaspillée? Donc, c'est vraiment, on s'enligne vraiment là, vers une meilleure connaissance, puis une connaissance beaucoup plus précise du geste technique, de l'efficacité. Un travail de finesse. Et Chloé-Anne, quels sont les autres exemples qu'on peut donner en matière d'analyse de données sportives? Est-ce qu'il y a des solutions récemment mises en marché? Oui, des solutions qui sont surtout pour les équipes et les ligues haute performance, mais ça se démocratise. On a parlé avec nos deux invités de collecte de données, mais une fois qu'on a les données collectées avec nos capteurs, nos appareils, bien, c'est intéressant aussi de voir qu'est-ce qui fait l'interface, qu'est-ce qui permet d'analyser ces données-là et de les interpréter. Et ça, bien, Amazon Web Services, la division sport, a sorti beaucoup de solutions cloud, donc infonuagiques, qui permettent qui sont compatibles avec des capteurs qui soient corporels sur les vêtements, que ce soit sur le terrain ou encore pour analyser des flux dans des vidéos. Donc, tout ça, ça permet d'analyser pour la LNH. Il y a l'équipe de natation nationale australienne qui a notamment profité de ces solutions pour aller récupérer l'or pendant les Jeux de Tokyo. Donc, quand même, ça propulse beaucoup les équipes d'avoir toutes ces données analysées. Excellent. Alors, Julien, Olivier, quels sont maintenant les principaux défis auxquels vous êtes confrontés lors de l'analyse de la performance sportive à l'aide de données puis d'algorithmes? Olivier? Bien, en ce moment, ça fait quelques années qu'on emmagasine puis qu'on crée une base de données qui est de plus en plus grande. Là, on est vraiment en train de se poser la question, comment on peut centraliser toutes ces données-là puis avoir une vue d'ensemble sur les athlètes, comment on va pouvoir les utiliser pour personnaliser. Le savoir, il n'est pas encore très vieux en patinage de vitesse courte piste. On n'est pas vraiment à l'étape de faire des prédictions avec les données, mais c'est à force d'avoir des données qui sont propres, quelles données qu'on va pouvoir avoir dans le temps. Puis ça va créer une immense banque de savoir pour la Fédération de patinage de vitesse canadienne dans le futur. C'est qu'on est un peu à cette étape-là où il y a beaucoup de données, on les accumule, mais là, il va falloir bien les visualiser, bien les utiliser pour passer vraiment à l'étape de la personnalisation. Excellent, merci. Julien? C'est des bons points. Ben, on fait face souvent, c'est une problématique il y a des outils qui existent, soit on emmagasine beaucoup de données, puis ça prend du personnel, du temps et malheureusement de l'argent là, pour traiter ces données-là. Donc, c'est vraiment la barrière auquel je fais face moi personnellement dans ma recherche, dans ma pratique actuellement, c'est la barrière du transfert technologique. Donc, on manque de budget, ben, ça prend une personne dédiée à l'analyse de ces milliers de données qu'on peut collecter quasiment par seconde pour chaque athlète. Donc, ça fait une base de données immense, ça prend des ressources matérielles, humaines,
personnel. Puis malheureusement, les fonds dans la recherche et le sport amateur sont limités actuellement. Donc j'ai une dernière question pour vous deux. En quelques mots, très bref, l'analyse de performance, vous la voyez où dans 5 à 10 ans? Quelques mots. J'allais dire sur la Lune, là, mais... On peut fantasmer dans ce genre de questions-là. Allez-y. C'est une bonne question. Mais un peu pour rebondir à ce que Olivier a dit, on pourrait faire de la prédiction, c'est-à-dire faire de la sélection d'athlètes plus tôt et identifier très tôt leurs forces et leurs faiblesses pour renforcer leurs forces, mais aussi aller travailler spécifiquement sur leurs faiblesses et pas travailler. Je travaille en escalade de vitesse chez des jeunes. Au lieu de les classer en groupe d'âge, en genre, on pourrait aller, OK, toi, tu es fort dans telle affaire, on va te placer dans ce groupe qui est fort là-dedans et on va renforcer telle faiblesse, plutôt de les classer par identité, genre, de sexe et d'âge, par exemple. Parfait. Quelques mots? Nous, là, je parle vraiment en tant que patinage de vitesse parce que ça se fait déjà dans d'autres sports, mais on espère, en accumulant plus de données, de pouvoir passer vraiment à une étape de personnalisation, que ce soit au niveau de l'entraînement, que ce soit au niveau du matériel, que ce soit au niveau de la récupération, que ce soit au niveau des distances que nos athlètes vont faire, de pouvoir mieux cibler les profils personnels puis simplifier ensuite de ça l'entraînement. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il est temps de se tourner maintenant vers le public. Est-ce qu'il y aurait des questions dans le public pour nos invités? J'aurais voulu savoir si, dans votre pratique au quotidien, ces données-là, finalement, elles vous apportent un petit avantage, un grand avantage. Est-ce que c'est quelque chose qui fait une grosse différence aujourd'hui ou est-ce qu'on parle de points de pourcentage? Moi, je pourrais le dire. Un patinage de vitesse, on est encore dans la recherche du gain de performance. On a identifié des paramètres de performance qui semblent relier ou indiquer les performances de temps autour, mais la mise en pratique est plus complexe. Par contre, j'ai des exemples concrets en paranatation ou en regardant ces métriques-là spécifiques. Donc, quand tu respires de tel côté plus handicapé que l'autre, tu as tel profil d'accélération ou de décélération. Quand tu respires de l'autre, c'est mieux. On a fait gagner plusieurs secondes à une nageuse en particulier. Donc, on peut y arriver. Ça prend juste du temps. Si je peux ajouter, il y a des choses maintenant qui sont acquises, puis c'est difficile de savoir c'est quoi le gain en performance, mais ça serait impossible de ne plus les utiliser. Quand on parle du cardio-fréquence-mètre, ne pas s'entraîner avec un cardio-fréquence-mètre pour être un champion olympique, ça serait une erreur. Quand on parle de la puissance sur un vélo, ne pas s'entraîner avec la puissance serait une erreur. Donc, c'est des choses qui sont maintenant acquises parce que c'est une technologie un peu plus vieille puis très bien utilisée. Est-ce qu'on peut imaginer qu'éventuellement, ces solutions-là vont être démocratisées, notamment pour des équipes peut-être de tous les niveaux, mais des équipes sportives à l'université, dans les écoles? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut envisager, ça? Je pense définitivement. Il y a de plus en plus d'entreprises là, qui commercialisent ce genre d'outils-là. Puis moi, personnellement, dans ma pratique de recherche, je suis en train de finir un programme d'accélération en entreprise du Syntec de l'ETS pour justement essayer de valoriser la recherche que je fais depuis quasiment 7-8 ans maintenant et offrir à tous les pratiquants de tel ou tel sport tous les outils que je développe en escrime, en natation, en patinage de vitesse. Wow, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, Julien, Olivier, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence avec nous aujourd'hui. Un grand merci. Merci. Poursuivons à présent notre réflexion collective avec notre deuxième axe de discussion. Comment les athlètes peuvent-ils récupérer plus vite grâce à la science? 20 minutes sur ce sujet. Chloé-Anne, l'une des lésions les plus communes et les plus dangereuses dans le monde sportif, c'est la commotion cérébrale, n'est-ce pas? J'aime l'enthousiasme avec lequel tu parles de commotion cérébrale, mais effectivement, non, mais c'est vrai, ça touche énormément d'athlètes. On parle quand même de 20 à 40% des athlètes qui en subissent. Et selon l'Association des neuropsychologues du Québec, donc s'ils nous donnent ce chiffre-là, ben, c'est justement, les symptômes sont difficiles à reconnaître. Donc, des fois, on a de la misère à reconnaître ça, qu'il s'agit de ça finalement. Donc, c'est pour ça que le chiffre n'est pas très précis, qu'il y a quand même de la marge, mais ça passe des fois inaperçu, malheureusement, et ça ne dépend pas d'une seule discipline. C'est dans toutes les disciplines, en fait, qu'on en voit beaucoup. Excellent. Et donc, pour tenter de trouver d'autres réponses aux blessures courantes, je vous propose d'accueillir sur le plateau nos deux prochains invités, Dr Marilyn No, clinicienne chercheuse au CHU Sainte-Justine, et Maxime Lahoun, athlète olympique de patinage de vitesse sur courte piste. Donc,
Donc Marilyn, je vais dire quelques mots pour vous présenter. Donc vous êtes chirurgienne, orthopédiste et clinicienne chercheur. Vous êtes également fondatrice de la première clinique de médecine du sport pédiatrique au Canada et vous travaillez sur des traitements innovants dans votre domaine, par exemple la fameuse colle pour les ménisques. Vous rayonnez aussi sur les médias sociaux avec une présence personnelle et avec la plateforme éducative Le Sideline pour les jeunes sportifs financés par les fonds de recherche du Québec. Maxime, vous êtes médaillé olympique et patineur de vitesse, membre de l'équipe canadienne. Vous avez fait vos débuts olympiques à Beijing en 2022 et vous avez remporté la médaille d'or avec l'équipe de relais 5000 mètres masculin. Vous avez aussi subi des blessures importantes. Donc, Maxime, on va commencer avec vous. On a parlé de commotion cérébrale tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes familier de ces blessures-là, mais vous avez donc subi des blessures. Vous en avez subi une importante en 2019. Est-ce que vous pourriez nous parler en quelques mots de ce qui vous est arrivé? Oui, en fait, on partait le lendemain en Coupe du Monde. On faisait des courses de pratique à l'entraînement. Puis finalement, il y a eu un dépassement. Je faisais un dépassement à l'extérieur. Puis il y a eu une double chute. Puis je suis tombé avec eux dans les matelas. Ma jambe est restée prise dans la glace, puis j'ai tourné autour. Fait qu'à la fin, j'ai eu une triple fracture du tibia, une fracture du péroné. On est arrivé à l'hôpital, ils ont vu que j'avais un syndrome du compartiment. Fait que ça veut dire que la pression dans mon fascia était trop intense, il devait m'ouvrir. Puis j'ai eu une couple de complications après à l'hôpital. J'ai fait une hémorragie. Après, ils m'ont réopéré d'urgence. Puis après 7 jours, j'étais finalement sorti de l'hôpital. OK. Là, vous avez l'air d'aller bien. Donc, comment ça a été votre éducation? Puis, est-ce qu'il y a eu des approches innovantes qui l'ont facilité? En fait, je pense que oui. J'avais un groupe incroyable de support autour de moi, autant le patinage de vitesse. J'ai vu un ostéopathe d'ostéopathie continuum et aussi mon chirurgien, Dr Massé. On lui a dit, écoute, moi, je veux revenir. J'ai les Jeux olympiques dans à peu près 1 an et demi. Il faut que je revienne le plus rapidement possible. Fait qu'il m'avait donné une machine qui était innovante. Ça s'appelle Exogène. Ça donne des ultrasons qui sont supposés d'aider les os à guérir plus rapidement. C'était vraiment nouveau. Ils pouvaient pas, les études sont même pas encore sorties à 100% pour savoir comment ça marchait, mais moi, j'étais comme, donnez-moi n'importe quoi, je veux revenir le plus rapidement possible. Puis je l'ai essayé. Fait que je sais pas si ça vient du fait que j'étais super bien encadré avec des physios, avec l'ostéopathie, mais ça a marché. Ça a marché. Parfait. Exactement. Et donc vous, Marilyn, de votre côté, du côté plus donc médical, quelles sont les blessures courantes que vous voyez dans votre profession? En fait, moi, vraiment, je vois des jeunes sportifs. Récemment, dans les dernières années, ce qu'on voit beaucoup, c'est des déchirures ligamentaires dans le genou. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler des déchirures de ligaments croisés antérieurs. En ce moment, on dirait qu'il y a une épidémie de ça. Et ce qui se passe avec les jeunes, c'est ils vont quand même assez bien vite après leur déchirure et souvent, ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un problème dans le genou, que le genou est instable, ne tient plus et ils vont retourner rapidement au sport. Et là, ce qui se passe quand on retourne au sport sans ligament croisé antérieur, bien, on déchire d'autres choses dans notre genou parce que le genou ne tient plus. Et là, on va déchirer des ménisques et là, ça entraîne d'autres problèmes. Puis c'est certain qu'un genou qui a autant de déchirures va nécessiter éventuellement une chirurgie. Donc ça, en ce moment, on voit beaucoup de déchirures du ligament croisé antérieur. Donc là, vous avez parlé de chirurgie, mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire. Est-ce que vous avez des exemples d'innovation que vous développez pour traiter ces blessures-là? Oui, en fait, j'ai parlé des déchirures de ménisques. Les ménisques, c'est des petits coussins dans le genou, des coussins qui aident à préserver le cartilage à long terme. Donc, quand on pense à des jeunes athlètes, on comprend que les ménisques sont vraiment importants. Avant, les ménisques, on pensait que ça servait à rien, puis quand ils étaient déchirés, on faisait juste les enlever. Mais maintenant, on sait que c'est super important. Le fait d'enlever un bout de ménisque, ça va entraîner de l'arthrose à plus ou moins long terme. Donc, particulièrement avec des jeunes, on veut les réparer. Le problème avec les ménisques, c'est que c'est difficile à réparer parce qu'on fait tout ça par arthroscopie, donc avec une petite caméra dans le genou. Puis, on utilise des aiguilles. On a différentes technologies qu'on utilise actuellement, mais c'est des technologies, qui sont difficiles à utiliser. Il y a des risques aussi associés à ça. Et donc, c'est très peu utilisé, je dirais, dans l'ensemble des orthopédistes. Donc, tout ça pour dire qu'une des technologies sur laquelle je travaille, c'est une colle pour les réparer. Parce qu'à chaque fois que je fais une réparation méniscale compliquée, je me dis, si seulement j'avais comme juste une petite colle pour aller le déposer là puis le fixer,
mais ce serait tellement plus simple. Puis si c'est plus simple pour moi, mais ça va être plus simple pour tous les orthopédistes, puis on va pouvoir réparer beaucoup plus de ménisques de cette façon-là. Donc, en ce moment, je travaille sur ça. Excellent. Et puis, bon, c'est sûr qu'on parlait tantôt de commotion cérébrale. J'ai envie de rebondir parce qu'on entend des belles innovations. Il y en a en réalité virtuelle qui se font beaucoup ici. C'est assez intéressant. Il y a Aléo VR notamment là, qui développe avec des casques de réalité virtuelle des moyens d'évaluer, de faire des tests, que ce soit des jeux, que ce soit avec des jeunes ou des athlètes de haut niveau, pour voir finalement si on est capable de reconnaître grâce à la 3 dimensions, tout ça, si on a une commotion cérébrale. Donc, c'est des choses qui échapperaient normalement aux tests traditionnels, mais qu'on arrive à faire avec la réalité virtuelle, la VR. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Et moi, j'avais envie de poser une question à Marilyn parce que, bon, je vous ai découvert un penchant pour les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse assez suivie. On a mentionné le sideline. Sur TikTok aussi, ça se fait aller. Il y a beaucoup de vidéos qui vont loin. Puis, je trouvais ça super intéressant. Vous abordiez à un moment donné des technologies assez avancées pour les personnes amputées. On parlait de cartographie des nerfs. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ça? C'est quoi les innovations, là? Comment ça va changer la vie de ces personnes-là qui ont une amputation? Oui, en fait, ça, c'était un sujet qu'on a abordé avec Dr Motor, qui était venu nous visiter, où on parlait d'oncologie, retour au sport, etc. Quand on fait une amputation, dans le fond, ça peut être très simple, où on peut imaginer, on coupe la jambe. Mais là, quand on coupe la jambe, on coupe toutes les structures une après l'autre, incluant les nerfs. Mais un nerf, quand on le coupe, il est juste comme flottant comme ça au bout du moignon. Il n'aime pas tellement ça. Puis c'est ça qui va entraîner les douleurs fantômes. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, une des choses qu'on peut faire, c'est de prendre les bouts de nerfs, les insérer dans les muscles à la place. Et donc, après la chirurgie, quand le moignon guérit, c'est comme si on donne quelque chose à faire aux nerfs. Donc, ils innervent les muscles. Et là, si on pense plus loin à des prothèses robotisées, bien, on pourrait les installer au niveau des différents muscles qui sont maintenant innervés. Et de cette façon-là, on pourrait contrôler des prothèses robotisées avec ces nouveaux muscles qui ont été innervés avec les nerfs. Donc, je ne sais pas si c'est assez clair, mais c'est un petit peu l'idée de la cartographie. Et on en est où avec ça? Est-ce qu'on a déjà commencé? Ou on en est dans les débuts, OK. Mais là, il faudrait aller voir les gens qui font vraiment ça. C'est vraiment dans le domaine de la chirurgie plastique, je vous dirais plus. Et bien sûr, ceux qui font de l'oncologie, là, qui travaillent beaucoup là-dessus. Donc j'imagine que voilà, pour faire ce type d'innovation, on a besoin de collaboration entre des professionnels de santé, des ingénieurs, des athlètes. Comment est-ce que vous favorisez cette interdisciplinarité? Bien, premièrement, c'est vrai que c'est crucial d'avoir de la collaboration parce que si on reste dans notre coin avec notre domaine, c'est sûr qu'on va nulle part. De un, moi, je peux avoir plein de besoins identifiés, mais je suis juste chirurgienne orthopédiste, donc je ne peux pas aller vraiment loin dans le développement de technologie. Donc, j'ai besoin des ingénieurs, par exemple. Et eux, ils peuvent développer plein de technologies de leur côté, mais s'ils ne répondent pas à un besoin que, par exemple, moi j'ai ou un athlète a, mais ça ne servira à rien. Donc, ça peut être des innovations incroyables, mais qui vont rester dans un tiroir. Donc, ça, c'est un peu la base pourquoi l'interdisciplinarité est comme super importante dans le développement de nouvelles technologies. Puis maintenant, la question, c'était plus comment on fait pour faire ça. En quelques mots, comment vous la favorisez? Bien, en fait, moi, je suis très chanceuse parce que dans mon milieu, il y a un institut, l'Institut de Transmedtech, qui favorise un peu ce genre de collaboration-là. Donc, on met en contact justement différents professionnels qui ont des problèmes. Et de cette façon-là, moi, j'ai rencontré des ingénieurs avec qui on a vraiment une belle complicité. Puis, c'est de cette façon-là qu'on a commencé à travailler sur les innovations là, dont on a parlé. Excellent, merci. J'ai une dernière question pour vous, Maxime. Quels conseils ou recommandations basées sur votre expérience vous donneriez aux athlètes, mais aussi en fait aux intervenants qui les suivent, pour favoriser leur récupération ou accélérer leur guérison après une blessure? Est-ce que vous avez des trucs en particulier? En fait, je pense que c'est juste vraiment important d'avoir un plan puis d'essayer de le suivre. C'est souvent, dans les grosses blessures, c'est vraiment long. Puis tu perds un peu où tu veux aller exactement, puis des fois, ça stagne. Fait que moi, je pense que juste pour les intervenants, de bien encadrer ton athlète, pour l'athlète en tant que tel, de dire que tu vas passer à travers, puis célébrer tes petits accomplissements à chaque fois, puis juste de garder le moral, parce que c'est vraiment important, là. Excellent, beau mot de fin. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de se tourner vers le public. Est-ce qu'il y a des réactions, des témoignages, des questions?
Là, on parlait de l'innovation pour justement améliorer les performances, pour aider à soigner les athlètes. Est-ce qu'il y a une possibilité, enfin, est-ce que vous connaissez des projets actuellement qui permettent, plutôt que de les protéger, disons, de faire en sorte qu'ils puissent être performants plus longtemps, sans se blesser, bien sûr? La prévention, finalement, plutôt que de la guérison, là. Je suis 100% d'accord avec ce commentaire-là. Pour moi, la prévention, ça devrait être la chose sur laquelle on focus, en fait, pas réparer les blessures, mais essayer de les prévenir. Malheureusement, dans notre système actuel, la prévention est toujours mise un petit peu en deuxième, alors qu'on sait qu'il y a des programmes qui fonctionnent. Il y a des programmes de prévention des déchirures de ligaments croisés, par exemple, qui fonctionnent, mais c'est très, très lent à implanter, alors qu'on sait que ça fonctionne. Donc, excellent commentaire, puis ça, va falloir se tourner là-dessus de façon plus systématique, je pense, dans le futur. Une médecine préventive plutôt que réactive. Exactement, oui. Si je peux rajouter, en fait, en étant athlète, puis à tous les jours, comme on a vraiment un bassin de physio qui essaie justement qu'on aille moins les voir à cause qu'on a une grosse blessure. Fait que souvent, comme en début d'année, comme en ce moment, on va faire beaucoup de petits entraînements qui aident à justement nous protéger les genoux, protéger nos chevilles. Il y a des gros accidents qu'on ne pourra jamais éviter, mais au moins, ils essaient de préparer notre corps à ce qu'on ne vienne pas à faire des blessures qu'on appelle d'usure. Excellent. D'autres questions? Oui. Un peu dans la continuité de votre question. Donc, je sens que l'éducation des athlètes vers le partage de symptômes qui, des fois, dans le passé, on avait tendance à dire « je vais garder ça pour moi ». J'ai trop peur qu'on me retire de l'entraînement de la compétition. Est-ce que vous sentez qu'on a progressé là-dedans? J'aurais tendance à dire que non. J'aimerais ça dire oui, mais non, parce que les athlètes, et moi je parle vraiment des jeunes athlètes, normalement un jeune ne devrait pas faire un sport 12 mois par année. On devrait alterner des périodes de sport, de repos, jusqu'à l'adolescence assez avancée. Alors que là, ce qu'on voit, c'est des jeunes, des 12 ans, des 14 ans, qui font le même sport 12 mois par année, un volume super élevé. Et on s'entend que les enfants sont plus résilients. Donc, ils vont commencer à avoir des petites douleurs, mais ils ne vont pas en parler. Ils vont continuer à faire l'entraînement sur les douleurs. Et nous, quand finalement on les voit, c'est parce que c'est rendu soit une fracture de stress qui a cassé carrément. C'est rendu vraiment intense. Puis quand c'est rendu à ce niveau-là, c'est vraiment plus long à traiter. Des fois, ils ont besoin de chirurgie carrément. Donc, moi, pourquoi je suis justement un peu sur les réseaux sociaux, c'est pour aller rejoindre les jeunes, les éduquer, les faire comprendre que s'il y a une douleur, c'est pas normal, il faut traiter cette blessure-là. Et quand on le prend vite, ça guérit vite. Alors que si on attend longtemps, là, on a des troubles. Puis il y en a plein qui doivent carrément arrêter leur sport à cause de ça. Donc, la prévention va passer notamment par la sensibilisation. Évidemment, là, on parlait aussi d'interdisciplinarité. Donc, j'imagine physio, nutritionniste, tous ceux qui peuvent contribuer finalement à prévenir les risques. Donc, c'est quand même assez intéressant. Merci pour les questions, en tout cas. Merci. Je pense qu'il y avait une dernière question. Oui. Oui, étant moi-même ingénieur, je suis curieux. Avec quel genre de profil d'ingénieur vous travaillez pour développer vos... Vraiment une bonne question. Donc, je travaille avec des ingénieurs en biomédical, bien entendu, mais j'ai un autre projet dont je n'ai pas parlé. C'est une ingénieure qui est plus... qui travaille même pas vraiment en médical. Elle est plus dans plus les sols, les ultrasons. Et avec ses compétences, on essaie maintenant de les utiliser pour développer une technologie adaptée pour le corps humain. Donc, ça peut être très, très variable, le type d'ingénieur, en fait. On essaie vraiment de penser à l'extérieur là, des lignes habituelles. C'est intéressant d'être rendu là parce que moi, à moins que ma mémoire soit pas bonne, quand j'étais à l'université, ça n'existait pas du génie biomédical, de la coopération. En tout cas, du moins, si ça existait, c'était très marginal. Mais bravo, c'est une belle, je trouve que c'est une belle évolution pour le métier d'ingénierie, de pouvoir travailler en équipe avec des médecins spécialisés. Puis je pense que quand on est multidisciplinaire, on compare, c'est là qu'on avance beaucoup plus. Comme on dit, des fois, on avance moins vite quand on est plusieurs, mais on va beaucoup, beaucoup plus loin. Puis vous en êtes la preuve. Ouais, on peut applaudir, je pense. Eh bien, écoutez, Marilyn, Maxime, merci infiniment de votre participation. C'était vraiment un plaisir de vous avoir sur le plateau. Donc, je vous propose maintenant de terminer notre réflexion collective avec notre troisième axe de discussion. Comment développer une innovation autour du sport qui soit plus engagée et plus inclusive?
On va passer 20 minutes sur ce sujet. Chloé-Anne, donc avant d'accueillir nos prochains invités, l'innovation engagée et inclusive dans le sport, concrètement, ça englobe quoi? C'est sûr que, bon, on parle des Jeux olympiques notamment. On sait qu'on a dit, cette fois, cette édition-là va être vraiment axée sur le développement durable. On parle aussi d'innovations qui vont être très inclusives là, pour permettre justement de rendre les Jeux plus accessibles, autant aux athlètes paralympiques, par exemple, qu'aux spectateurs, qu'aux gens qui vont venir, rendre les déplacements plus écolos et plus faciles. Donc, on voit notamment des innovations comme l'Urban Loop ou Urban Loop en anglais, une petite voiturette là, ou capsule autonome qui est décarbonée, donc c'est écolo. Et ça va être testé pendant les Jeux de Paris. Donc, ça va permettre de réduire, c'est ce qu'on dit, réduire l'impact environnemental. Pourquoi? Parce qu'on va aller à des endroits névralgiques, ramasser beaucoup de monde dans ces petites voiturettes-là, dans ces capsules-là, et les amener. Donc, c'est alimenté par les rails en très basse tension, sans batterie. C'est via le contact glissant. Donc, on va aller chercher les gens et les amener dans les zones pour les fans sportifs. Donc, ça va être assez intéressant, puis de voir comment ça va faire des petits, peut-être ailleurs aussi, dans d'autres événements. Excellent. Puis on va aussi parler de solutions déployées à grande échelle, qui profitent à beaucoup de monde. Par exemple, aux fans de sport qui ne peuvent pas se rendre en match en présentiel. Et oui, là, on va amener les matchs à eux. Donc, il y a le comité organisateur des JO a annoncé que l'IA et la réalité virtuelle seraient vraiment sollicités pour créer des expériences immersives. On sait que le Apple Vision Pro, les lunettes en réalité augmentée et réalité virtuelle sont sorties sur le marché. Donc, c'est pas très accessible à tout le monde, mais ils sont en train de faire des expériences immersives qui vont être compatibles avec tout ça. Donc, ça va placer vraiment le fan au cœur des matchs. On va pouvoir voir différents angles de caméra, voir des données. On parlait d'IA pour générer des données et tout ça. Donc, ils vont pouvoir être au cœur de tout ça et voir des tableaux qui analysent toutes ces performances athlétiques. Donc, ça va être vraiment intéressant. Est-ce que tu as des chiffres là-dessus? Oui, on va donner un chiffre. Merci beaucoup, Oriane. Justement, là, il y a un chiffre qui nous vient de Capgemini Research Institute. 69% des fans de sport préféreraient regarder les matchs et performances sportives en dehors du lieu de performance. Donc, c'est surtout les plus jeunes générations, mais de plus en plus, on amène les matchs à eux au lieu du contraire, là. D'ailleurs, on va parler des possibilités de la réalité virtuelle avec l'un de nos derniers invités. Alors, sans plus tarder, pour parler des bénéfices de la recherche collaborative et des manières de mieux la soutenir, je vous propose d'accueillir sur notre plateau nos deux derniers invités, Marc-Antoine Malouin, cofondateur d'EthnoCare, et Gabriel Brien, directeur des opérations chez XPR Labs. Donc, comme à l'accoutumée, je vais me permettre quelques petits mots biographiques. Donc, Marc-Antoine, vous êtes PDG et cofondateur d'EthnoCare, une entreprise de technologie médicale spécialisée dans la conception de produits orthopédiques de nouvelle génération. Vous êtes passionné par le design et la compréhension des besoins humains pour motiver l'innovation et vous favorisez une approche centrée sur l'utilisateur qui se reflète dans la mission de votre entreprise, donc soit de permettre aux individus d'atteindre leur plein potentiel sans limitation. Gabriel, vous êtes un pionnier dans l'industrie de la réalité étendue, qu'on appelle la XR. Vous êtes influent dans la communauté donc VR, XR au Québec et vous partagez votre expertise et participez activement à des communautés donc francophones. Vous organisez et vous animez également la série de conférences Dive 3, qui est un événement en fait à Montréal mensuel qui explore les applications du métavers en affaires. Vous mêlez pragmatisme et curiosité pour les technologies immersives émergentes, co-dirigez les opérations d'XPR Labs dans le domaine de la XR et du métavers. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va commencer avec vous, Marc-Antoine. Dites-nous un petit peu ce que vous faites à EthnoCare, puisque vous y développez. Oui, absolument. Donc, en fait, EthnoCare, on est une entreprise de technologie médicale, une entreprise MedTech, basée à Québec et à Montréal. Et on développe des produits prothétiques de prochaine génération, en fait, comme vous l'avez mentionné, pour permettre aux personnes amputées pour le moment d'atteindre leur plein potentiel et donc d'être significativement plus actives et mobiles au quotidien. Donc, en fait, un des premiers produits qu'on a mis sur le marché actuellement s'appelle le Overlay. Et c'est en fait une nouvelle interface qui permet aux prothèses de s'adapter aux besoins des utilisateurs. Et donc, elles sont évolutives d'une certaine façon selon les besoins des usagers.
Donc là, vous parlez d'usagers, d'utilisateurs. Comment est-ce que ça change leur vie? Donc, dans ce cas, par exemple, d'une personne qui voudrait composer avec son handicap, puis rester en forme, continuer de bien s'entraîner, etc. Oui, absolument, c'est une excellente question. En fait, on va retourner un peu à la base de à quel problème notre solution répond. En fait, les personnes qui vivent avec une amputation vont vivre la variation volumétrique. Ce qu'on entend par là, c'est qu'un peu comme tout le monde, lorsqu'ils vont consommer, par exemple, selon ce qu'ils consomment, leur corps va varier en dimension. Fait que si, par exemple, je mange certaines choses, mon corps va varier. Pour les personnes amputées, mais ça a un impact significatif parce que lorsqu'on fait fabriquer une prothèse, elles sont rigides, comme celle-ci qu'on voit ici qui est transparente. Donc, ça veut dire que si ma jambe varie en dimension, mais que la prothèse, elle, ne s'adapte pas, mais ça va causer de nombreuses problématiques. Sans aller nécessairement dans les détails, ça va brimer d'une certaine façon leur activité physique. Donc, nous, en ayant une solution qui permet justement de s'adapter au quotidien aux variations dimensionnelles, on vient significativement favoriser leur activité physique et leur confort au quotidien. Excellent, merci beaucoup. Gabriel, on va parler un petit peu de définition pour mettre tout le monde à la page. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est que la réalité étendue, puis comment ça se distingue, par exemple, de la réalité virtuelle? Certainement. En fait, la réalité virtuelle fait partie de la réalité étendue. La réalité étendue, le XR ou Extended Reality en anglais, c'est le mélange des 3 technologies immersives qui est la réalité virtuelle, la réalité mixte et la réalité augmentée. On peut dire que les casques comme le MetaQuest 3, un casque qui est sorti au mois d'octobre, pourrait être un casque de réalité mixte, tandis que celui MetaQuest 2 pourrait être un casque de réalité seulement virtuelle, parce que le pass-through, l'image qu'on projette qui est la réalité dans le casque, elle est quasi inexistante sur un casque et mieux sur l'autre. Excellent, merci beaucoup. Donc là, vous êtes actuellement en tournée internationale pour faire connaître des innovations immersives qui permettent justement de révolutionner l'entraînement fonctionnel des athlètes. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi ça consiste exactement, puis quels sont les bénéfices? Certainement. Moi, j'ai une question avant de répondre pour les gens dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont déjà essayé la réalité virtuelle? Levez la main, s'il vous plaît. Alors, c'est pas si mal. Hein? Une bonne partie d'entre vous, ça répond bien à ma question. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui connaissent la méthode d'entraînement, le Tae-Bo, qui était populaire dans les années 90 avec Billy Blanks? Il y en a quelques-uns. Finalement, le Tae-Bo, c'est une des premières méthodes d'entraînement. Si je vous dis, mettons, José Lavigueur, là, ça vous dit quelque chose, probablement. C'était de l'entraînement de groupe et nous, on fait revivre cet entraînement-là via la réalité virtuelle. On a fait un partenariat avec l'inventeur du Tae-Bo, Billy Blanks, et on a créé un programme d'entraînement en VR pour les fitness enthousiastes ou pour les pro-athlètes. Alors... D'ailleurs, là, moi, tu me vois aller, Gabriel, mais j'aimerais ça qu'on voit, parce que je crois que notre journaliste Audrey-Anne Gariepi est allée à ta rencontre dans tes bureaux à XPR Lab, je l'ai bien dit. Exact. Tester l'innovation, c'est bien celle-là qu'elle a testée? Oui. Bon, on va voir un extrait tout de suite. Là. Elle nous a préparé un petit reportage. Que j'ai pas vu, d'ailleurs. Tu vas le découvrir avec nous. La compagnie québécoise XPR Lab lance sa toute nouvelle technologie d'entraînement en réalité virtuelle Tae-Bo Reboot. On s'en va rencontrer son directeur des partenariats, Gabriel Brien. On peut m'expliquer c'est quoi qui se passe devant moi? En fait, c'est comme une console de jeux vidéo. Alors, il y a plusieurs expériences possibles, il y a plusieurs jeux, plusieurs applications. Mais nous, on a créé un jeu vidéo qui est le Tae-Bo Reboot. Le Tae-Bo, c'est une méthode d'entraînement qui a été créée dans les années 90 par Billy Blanks. Ça a été super populaire au niveau mondial. Nous, on a repris la marque, on y donne un deuxième souffle, Tae-Bo Reboot, en réalité virtuelle, qui va sortir bientôt en novembre 2024. Par contre, le jeu il est gratuit. Il y a un mode qu'on peut juste s'amuser, arcade, avoir du fun. C'est comme du airboxing. Je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent qui ont déjà joué à des jeux en réalité virtuelle de fitness comme Beat Saber ou Supernatural. Il y en a plusieurs. Mais nous, on utilise vraiment la technique Tae-Bo qui a été éprouvée. Puis, on vise vraiment le système d'éducation pour aider les jeunes à aller jouer et faire l'exercice en même temps, pas juste rester assis dans leur salon. Et pas peur, il va y avoir beaucoup de cibles. Au début, ça va être difficile, mais tu vas voir, ça va s'enchaîner, tu vas voir plusieurs coups, puis tu vas pouvoir t'ajuster assez rapidement. Fait comme ça. OK, parfait. Donc là, je clique seulement...
OK. My OK. God. Start training, tu vas voir avec ta main. Ah, OK, ici. Ouais. Et voilà. Je suis pas la meilleure, mais Ben, ça y va, ça y va. je pense que je peux m'améliorer. Mais j'avoue que c'est quand même un entraînement. Là, on est au gym. Là. Oh ouais, attends, t'as pas sorti la chanson. Ça dure 2 minutes, je vais te la laisser la faire au complet. OK. Wow, Oriane, ça fait Ça envie, donne on a envie, envie. Hein? Ouais, ben, inquiétez-vous pas parce que je crois que tu as une surprise à annoncer à nos invités. Oui, ben c'est ça, j'ai emmené un casque VR, puis après, pendant la période de réseautage, si vous voulez l'essayer, vous viendrez me voir. En fait, cette expérience-là, comme j'expliquais dans la vidéo, qui ont volé bien de mes punchs, en fait, c'est un programme d'entraînement en VR, mais on est le premier jeu qui prend en compte les mesures des jambes parce qu'on a fait un partenariat avec une entreprise qui fait le hardware, qui fait les casques. Et eux, très bientôt, je ne peux pas nommer la compagnie, mais très bientôt, ils sortent les leg trackers, les trackers pour les jambes. Et nous, on a développé notre jeu en fonction de ces trackers-là. Fait que tu vas non seulement pouvoir donner des coups de poing et éviter avec le haut du corps, mais également donner des side kick, round kick, bad kick, tout le gros kit. Puis... qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi que c'est bon pour les athlètes, pour les gens qui sont un peu plus soucieux de leur performance? C'est que dans le jeu, nous, on prend plein de mesures, la force de frappe, la vélocité, l'agilité, la précision, et on crée un profil du joueur et on peut voir avec un graphique l'amélioration au fil du temps. On a été aussi un peu dans gamifier le processus. On gagne des ceintures blanches jusqu'à noires, et on a une intelligence artificielle qui est Billy Blanks, qu'on y a insufflé des textes pour qu'il puisse vous coacher en direct. Alors, si à ta dernière session, tu donnais des hooks, puis ton coude n'était pas placé correctement, ben il va venir te voir, il va te dire « Hey, travaille ton hook, viens avec moi. » Puis là, il va te faire de la mitaine sur le ring. Merci. Fait que c'est ça. Merci beaucoup. Donc j'ai une question pour vous, Marc-Antoine, bientôt. On a beaucoup parlé d'innovation aboutie en cours d'émission, mais on a un petit peu moins parlé des processus de recherche et de développement qui mènent en fait jusqu'au produit. Dans votre cas, comme on l'a mentionné en fait dans votre présentation, il y a vraiment une réelle volonté de développer des innovations en plaçant les besoins et la réalité, surtout de l'utilisateur, au centre de la démarche. Alors, j'ai une question, mais avec 2 composantes pour vous. Donc, première composante, c'est quoi l'innovation centrée sur l'humain? Et deuxième composante, comment est-ce que vous faites pour vous assurer de cette démarche collaborative et humaine en amont? C'est une excellente question, encore une fois. Je pense qu'on pourrait y répondre de plusieurs façons, puis probablement en plus longtemps que sur cet épisode, mais je commencerai par dire que l'ensemble de notre démarche se fait avec différents intervenants de différents milieux. Donc, un peu comme l'a déjà mentionné précédemment une personne ici présente, c'est la collaboration avec plusieurs experts qui fait en sorte qu'on est capable d'arriver avec des innovations qui vont s'intégrer dans des contextes de façon cohérente. Donc, en fait, moi, je peux avoir un background en design industriel, en génie mécanique, mais en réalité, c'est en collaborant avec des cliniciens, avec des experts, des médecins spécialistes, que je vais arriver à une solution qui va être concrètement capable de s'intégrer de façon significative, qui va être en fait ancrée dans les besoins utilisateurs. Donc, en fait, nous, on est vraiment dans une approche qui est empathique. On va avoir plusieurs outils, notamment, au-delà de, par exemple, des entretiens, ça va être aussi du shadowing. Donc, en fait, on va suivre le parcours d'usager sur plusieurs jours pour comprendre la réalité. C'est vraiment du design thinking, hein? Exactement. C'est vraiment une démarche de design approfondie. Donc, plutôt que de développer, on fait une technologie de pointe, on tente de repérer les problématiques et les besoins, puis ensuite déterminer quelle technologie pourrait venir une réponse. Donc, c'est en fait un peu stratégie inverse de certains processus qu'on voit habituellement. Et nous, c'est vraiment une approche de design centrée sur l'utilisateur. Et il y a également un aspect de collaboration. Quand vous mentionnez comment on fait pour s'assurer de l'avoir tout au long du processus, bien sûr, il y a une partie en amont parce que la recherche se fait avec l'ensemble des parties prenantes, mais il y a aussi tout au long du prototypage, lorsque, par exemple, on a des premiers concepts, on les évalue, on les teste avec les différents intervenants, et également, lorsque le produit est mis en marché, beaucoup de rétroaction. Donc, en fait, on quitte jamais les utilisateurs finaux, que ce soit nos utilisateurs dont les personnes amputées, mais également les médecins spécialistes, les cliniciens qui vont prescrire nos produits, qui vont être amenés à utiliser les produits. Donc, en fait, on demande à chacun de ces intervenants-là de nous fournir des data, donc des données par rapport aux rétroactions, dans le but d'améliorer le produit en façon continue. Et ça, c'est le produit, là. On le voit depuis tantôt, tout le monde ziote le produit. Mais est-ce que vous pouvez le montrer comme il faut, peut-être nous expliquer, là? Qu'est-ce que c'est? Oui. Donc, en fait, c'est une gaine textile qui intègre un circuit d'air qui, lui, va permettre à l'utilisateur, à l'aide de cette petite pompe, de venir insuffler de l'air à l'intérieur du circuit. Et donc, ce qu'on va venir créer, en fait, c'est un snug fit. Donc, en français, ce serait un coussinage
qui est confortable, donc qui est uniforme à l'intérieur de la prothèse. Et donc, au cours de la journée, lorsque la jambe de la personne amputée va en fait changer en dimension, la personne va être capable à ce moment-là d'utiliser à nouveau le produit pour insérer de l'air, s'assurer qu'on a toujours un confort qui est optimal au quotidien. C'est ça qui la rend adaptable, hein? Exactement, c'est ça qui la rend adaptable et évolutive aux besoins. Excellent. Alors, j'ai une dernière question pour l'un et pour l'autre. Je vais vous garder, puisqu'on a commencé avec vous. Quel conseil vous donneriez aux innovateurs et ingénieurs qui nous regardent pour passer vraiment de l'idée au marché? Wow, ça c'est une excellente question encore une fois. Je dirais d'être près de l'usager en fait, près de la personne qu'on souhaite aider. Tu sais, j'ai l'impression que quand on développe une idée, une solution, on peut avoir une excellente idée, mais le fait de le tester avec les utilisateurs le plus rapidement possible va vraiment te permettre de concrètement savoir si elle est adaptée au contexte. Donc, je dirais de l'évaluer le plus rapidement possible avec des intervenants qui sont spécialisés chacun dans leur domaine. Ça va vraiment vous permettre de plus rapidement réorienter le projet s'il y a besoin et dans le meilleur des mondes, pouvoir être plus confiant dans ce que vous amenez sur le marché. Excellent. Même question pour vous, Gabriel. Je pense qu'au début, il faut y croire beaucoup. Parce que partir un projet et être des fois seul de son côté, c'est pas toujours facile. Fait qu'aller chercher des gens qui ont les mêmes idées que toi, des gens que tu peux avoir confiance, évidemment. En affaires, des fois, on a des bonnes idées, mais le côté affaires, il n'est pas toujours là. Fait que c'est de s'entourer d'une bonne équipe parce que les grands projets ne se font jamais seuls. Puis Gabriel, quand même, là, je t'ai tutoyé tout à l'heure. Je ne sais pas si ça va. Je vais faire pareil avec toi aussi, si jamais. Mais on a parlé, bon, il ne faut pas être trop modeste parce que quand même, là, tu es en pleine tournée internationale. Comment on fait pour exporter sa solution comme ça, pour intéresser à l'étranger, surtout qu'on se dit, bon, en réalité virtuelle, il y a quand même de la compétition en ce moment, ça commence. L'IA aussi, hein? L'IA, c'est certain. Même si on a beaucoup de force ici, c'est certain, tout à fait. Donc, comment on fait, là, justement, pour être compétitif puis intéresser à l'étranger comme ça, créer des partenariats et tout ça? Premièrement, avoir un brand comme le Taibo derrière notre jeu, c'est vraiment très, très bon. Ça fait 40 ans que Billy fait du marketing pour notre jeu. Fait que c'est une très bonne chose. Il y a 150 entraîneurs qui entraînent le Taibo, qui ont une licence d'entraîneur de Taibo. Les entraîneurs-là, dans chaque pays, commencent à faire l'entraînement Taibo en réalité virtuelle à leurs élèves. Alors, nous, dans notre tournée mondiale, on arrête dans les pays où le Taibo est le plus connu et on fait des événements comme le Fit Expo, le Gamescom, le AWE XR. On fait des gros événements qu'on s'implante et qu'on fait connaître la solution comme ça avec le brand. Excellent, merci beaucoup. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des réactions, des témoignages, des questions dans le public? Moi, j'en aurais une. Je me posais la question justement, le génie québécois à l'international, comment est-ce qu'il se positionne aujourd'hui? Est-ce que vos techniciens, est-ce que vos chercheurs sont recherchés ailleurs? Et si oui, comment est-ce que vous réussissez à travailler avec des organisations à l'international qui ont peut-être d'autres critères? Excellente question. Tout d'abord, nous, on est une équipe internationale. Donc, en fait, on fait déjà affaire avec des chercheurs aussi ailleurs qu'au Québec, principalement aux États-Unis. On s'assure d'avoir un Scientific Advisory Board, donc dans le fond des conseillers scientifiques dans chacun des pays dans lesquels on intervient. Je dirais plus dans chacune des régions géographiques plutôt que les pays. Mais forcément, on travaille avec des experts en Europe, des experts aux États-Unis. Je parle dans notre domaine particulier, mais quand, par exemple, je vais à des trade shows puis je vois des produits qui sont très innovants, turns out que souvent, ils sont du Québec. Donc, en fait, c'est arrivé à quelques moments où j'ai refait la rencontre de certains Québécois qui avaient des innovations. J'étais comme, wow, ça, tu le sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça veut dire qu'il y a les moyens, du moins, puis probablement le génie, comme vous avez mentionné, ici pour exporter ailleurs puis démontrer les technologies ailleurs. Donc, ça, je pense qu'on peut vraiment être fiers de ça. Oui, je me demandais, Gabriel, justement, là, pour profiter de certains programmes, est-ce qu'il y a des programmes pour les innovateurs comme toi ou qui se lancent en affaires, qui pourraient avoir besoin de financement, que tu pourrais mettre de l'avant, là, je ne sais pas? Ben oui, il y a plusieurs programmes du gouvernement qui sont disponibles. Tu as aussi plusieurs incubateurs qui sont très friands pour la réalité virtuelle, des VC montréalais. Pour ceux qui veulent aller chercher du financement et des prêts, il y a l'opportunité en ce moment d'y aller, ça c'est sûr et certain. Eh bien, c'est bon. Donc, Marc-Antoine, Gabriel, vraiment, vraiment, merci beaucoup de vos interventions aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Mes applaudissements.
C'est donc malheureusement la fin de cette émission C'est plus clair depuis Fabrique 8 à Montréal, qu'on remercie d'ailleurs énormément pour l'accueil. Merci à nos 6 intervenants venus nourrir la réflexion et proposer de manière très concrète d'unir nos efforts pour innover dans le sport. Julien Clément, Olivier Jean, Marilyn No, Maxime Laoun, Marc-Antoine Malouin et Gabriel Briand. Un merci tout particulier à notre partenaire Genium 360 et merci à tous les collaborateurs qui ont aidé à préparer l'émission, dont Rizmaël Tan chez VR Ton Rêve et la journaliste Audrey-Anne Gariepi. À la réalisation, Julia Fratry et Enstiche Doumbia à la technique. Aux caméras, Jean-Adler Gaëtan, PET et Kouzé Hamze. Et merci aussi à toute l'équipe de GTS. Merci à l'équipe de C-Sciences Le Lab et un grand merci aussi à vous de nous avoir suivis et au plaisir de vous retrouver pour un prochain C'est plus clair. Bye bye.